Dans la Silicon Valley, il y a ceux qui jouent le jeu et il y a celui qui écrit les règles. Dans la mythologie de la tech, il y a les héros solaires, ceux qui brillent, ceux qui sont dans les magazines, ceux qui lancent des fusées dans l'espace et donnent des keynotes devant plus de 10 000 personnes. Et puis de l'autre côté, il y a les figures de l'ombre, les architectes, ceux qui sont des joueurs d'échecs et ceux qui ne veulent pas être célèbres. Parce que pour eux, la célébrité, c'est une forme de faiblesse. Si Elon Musk est Iron Man, alors Peter Thiel est le professeur Xavier. Ou peut-être Magneto. À toi de voir. C'est l'homme qui a transformé 500 000 $ en milliards en étant le premier à croire en Facebook en 2004, quand tout le monde pensait que c'était un jouet pour étudiants. Et c'est également le parrain de la PayPal Mafia dont tu as certainement entendu parler, le réseau qui dirige littéralement la tech aujourd'hui. YouTube, LinkedIn, Tesla, SpaceX, Yelp, tout vient de lui ou de son réseau. Il a détruit un empire médiatique entier juste pour se venger, en finançant un procès secret pendant 10 ans. Il a trouvé une faille légale pour amasser 5 milliards de dollars dans un compte retraite non imposable. Tu as bien entendu. Peter Thiel ne joue pas au même jeu que les autres. La concurrence, comme il le dit, c'est pour les perdants. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu as déjà perdu. Alors, la plupart des gens pensent que le capitalisme, c'est une compétition, que la concurrence, c'est de l'innovation, qu'il faut être le meilleur dans sa catégorie. Thiel lui dit faux, zéro. Si tu veux vraiment gagner, tu dois créer un monopole. Pas en trichant, pas en corrompant, mais en créant quelque chose que personne d'autre ne peut faire ou répliquer simplement. C'est ça la philosophie du 0 à 1. Dans cette vidéo, on va déconstruire le cerveau de l'investisseur le plus à contre-courant du monde. Écoute bien, si tu veux apprendre à penser différemment, cette vidéo est pour toi. C'est parti. Frankfurt am Main, Allemagne, 1967. Un enfant né dans une famille conservatrice, son père est ingénieur chimiste et sa mère femme au foyer. Le petit Peter grandit dans un monde ordonné, mathématique, prévisible. Mais à 1 an, sa famille quitte l'Allemagne pour s'installer en Afrique du Sud en plein apartheid. Puis Cleveland, Ohio, puis la Californie. Et à chaque déménagement, Peter Thiel observe. Il ne s'intègre jamais vraiment. Il préfère les échecs, les livres, les patterns, bref, un esprit scientifique. En 1992, il obtient son diplôme de droit à Stanford et devient trader à Wall Street. Mais là aussi, il s'ennuie. Parce qu'il comprend une chose que personne ne voit encore. Le système financier mondial est sur le point d'être hacké. Silicon Valley, à la fin des années 90, Peter Thiel n'est plus juriste. Il n'est plus trader. Il est obsédé par une idée fixe. Créer une monnaie mondiale libre du contrôle des gouvernements. Rien que ça. Et il lance Confinity et puis fusionne avec un certain Elon Musk qui a sa propre start-up bancaire. Le nom de cette fusion, PayPal. Mais attention, le vrai produit de PayPal, ce n'était pas le paiement en ligne. C'était l'équipe qui était rassemblée pour constituer cette start-up. Thiel avait une obsession. Il ne voulait pas d'employés, il voulait des inadaptés géniaux. En entretien, par exemple, il posait des questions qui n'étaient pas du tout classiques. Il demandait quelle vérité importante très peu de gens partagent avec vous. Si vous deviez parier toute votre fortune sur une seule idée, ce serait quoi? Là, ils cherchent des gens capables de travailler plus de 100 heures par semaine. Bonne chance pour trouver ça en France. Remettre en question l'impossible, ne jamais s'arrêter. Bref, le résultat, c'est que PayPal n'est plus une entreprise. Ça devient une secte de builders obsessionnels. Et en juillet 2002, PayPal est revendu à eBay 1,5 milliard de dollars. Peter Thiel empoche environ 55 millions de dollars. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Parce que ces gens ne prennent pas leur retraite. Ils prennent leur argent et créent l'Internet moderne comme on le connaît actuellement. Elon Musk, il va aller sur SpaceX et Tesla. Reid Hoffman, LinkedIn. Steve Chen et Jawed Karim vont fonder YouTube. Jeremy Stoppelman, Yelp. David Sachs, Yammer et Crab Ventures. Rolf Botha, Sequoia Capital et on les appelle tous ensemble la mafia PayPal. Et Peter Thiel, il ne lâche jamais. Beaucoup de gens pensent que Thiel est devenu milliardaire grâce à la vente de PayPal. Mais c'est faux, il a gagné 55 millions à peu près. Sa vraie fortune, elle vient de ce qu'il a fait après. Rappelez-vous, il est juriste. Donc, en finance, le deal flow, ce à quoi il a eu accès, c'est l'accès aux meilleures opportunités avant tout le monde. Thiel avait structuré un truc de génie. Quand il a recruté les inadaptés chez PayPal, il ne leur a pas juste donné un salaire, il leur a donné une philosophie, la sienne. Et quand ils sont partis créer leur entreprise, Thiel avait le droit de premier refus pour investir. Il était prioritaire pour investir. Résultat, Facebook, premier investisseur extérieur, 500 000 $ va vers des milliards. SpaceX, investisseur early. LinkedIn, investisseur seed. Airbnb via Founders Fund. Stripe, la même chose. Thiel, il n'a jamais eu besoin d'aller chercher des deals. En fait, les deals, ils venaient directement à lui. Parce qu'il a construit un réseau, un des plus denses de l'histoire de la tech. Et une bonne leçon pour les investisseurs qu'on est ici sur cette chaîne, c'est que la plupart des gens investissent dans des idées. Les pros, eux, investissent dans des équipes. Les génies investissent dans des réseaux. Parce qu'une bonne idée avec une mauvaise équipe, c'est un échec.
Mais un bon réseau te donne accès à toutes les bonnes idées. Et le vrai capital de Thiel, ce n'est pas son argent, mais c'est son carnet d'adresses. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que Peter Thiel, il ne s'arrête pas là en fait. Avec son argent de PayPal, il fonde Palantir en 2003, une entreprise de surveillance de masse qui travaille avec la CIA, le FBI et l'armée américaine. Une entreprise aujourd'hui valorisée à plus de 50 milliards de dollars. Imagine maintenant que tu es dans une salle de cours à Stanford et un professeur écrit au tableau « La concurrence stimule l'innovation ». Les étudiants hochent tous la tête, c'est ce qu'on leur répète depuis des années, c'est la base même du capitalisme, donc le dogme absolu. Puis un type au fond de la classe lève la main, c'est Peter Thiel, et il dit un truc qui va détruire tout ce qu'ils ont appris. « Competition is for losers ». La concurrence, c'est pour les perdants. Ok, imagine, tu ouvres un restaurant à Paris, félicitations, tu es maintenant en concurrence avec près de 40 000 autres restaurants avec des marges de 5 à 10% si tu as de la chance. Tu te bats sur les prix, tu survis, tu ne prospères quasiment jamais. Enfin, en tout cas, c'est très difficile. Maintenant, imagine quelque chose d'autre. Tu crées Google, le premier vrai moteur de recherche mondial, parce qu'il y avait des annuaires avant lui, mais lui, c'est le premier vrai moteur. Tu n'as pas de concurrence ou quasiment pas. Pendant des années, tes marges, c'est de l'ordre de 30, 40, 50%. Tu domines. Tu investis ces profits dans les data centers, de l'IA, l'espace, l'immortalité. Tu as une avance considérable et un cash à disposition quasiment illimité. C'est ça la différence entre survivre et dominer. Thiel divise selon lui le monde en deux types de progrès. Le type 1, en fait, c'est des progrès de 1 à n, la globalisation, c'est-à-dire copier ce qui marche, ce qui est déjà très bien comme business. Ouvrir un deuxième McDonald's, lancer Uber, mais pour les chiens, faire du dropshipping Amazon, c'est horizontal. Ça marche, mais ça ne change quasiment rien. Tu te bats pour avoir quelque part de marché. Maintenant, le type 2, qui est extrait de son livre de 0 à 1 avec la technologie, c'est créer quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, inventer le moteur de recherche de Google, inventer le réseau social global de Facebook, inventer la voiture électrique de luxe comme Tesla, c'est vertical. Ça crée un nouveau marché. Un marché où tu es seul, tu crées ta propre catégorie. Enfin, en tout cas, au début, tu es seul. Et c'est là que Peter Thiel, lui, il place tout son argent quand il investit. Il n'investit que dans des entreprises qui ont le potentiel d'être des monopoles. Pas des monopoles par la corruption, pas des monopoles par la législation, des monopoles par l'innovation. Des exemples concrets, comme on a vu tout à l'heure, c'est que Google a le monopole de la recherche, il détient plus de 90% de parts de marché. Facebook a le monopole du social avec 3 milliards d'utilisateurs. Amazon, lui, c'est le monopole de l'e-commerce aux US avec 40% du marché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, un monopole, c'est la seule façon d'avoir, selon lui, des marges suffisamment élevées pour investir massivement en R&D, financer le futur, résister aux crises et un restaurant, lui, fait 5% de marge, Google fait 30%. Est-ce que tu vois un peu mieux la différence dans sa philosophie? Donc, toujours selon lui, pour pitcher ton projet à un investisseur, si tu lui dis « on est comme Uber, mais pour les chiens », tu viens de te mettre dans la catégorie 1 à N. Tu vas perdre selon Peter Thiel. Pourquoi? Parce que tu te définis par rapport à quelqu'un d'autre, tu es déjà en concurrence. La bonne approche, cette version de monopole, c'est de dire « nous résolvons un problème que personne d'autre ne voit ». Exemple concret. Mauvais pitch, on est comme Netflix, mais pour les podcasts. Bon pitch, on crée la première plateforme qui monétise automatiquement l'attention des auditeurs en temps réel via de la pub contextuelle avec de l'IA. Mauvais pitch, on est comme Deliveroo, mais pour les courses. Bon pitch, on élimine le besoin de faire les courses grâce à une IA qui anticipe tes besoins alimentaires et livre avant même que tu y penses. Tout ça, bien sûr, c'est selon la façon de penser de Peter Thiel qui est à contre-courant. Et sa question favorite, d'ailleurs, c'est quelle est la vérité importante sur laquelle très peu de gens sont d'accord avec toi. Si tu n'as pas de réponse à cette question, selon lui, tu n'as pas de monopole. Tu as juste une copie. Et la vérité, nous, sur laquelle on parie chez Jama AI, c'est que les gens n'ont pas besoin de plus d'informations financières. C'est abondant sur Internet. Ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, les comprend et les guide au bon moment. C'est notre 0 à 1. Thiel ne cache pas sa stratégie, il va même l'enseigner parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle 0 to 1. D'ailleurs, je vous recommande de le lire vraiment urgemment si ce n'est pas déjà fait. Il a été vendu à des millions d'exemplaires, mais voilà le truc. La plupart des gens le lisent et ne changent rien à leur approche parce qu'il est beaucoup plus facile de copier que de créer, surtout quand on se lance au départ. Mais ce qu'ils le comprennent vraiment, ils deviennent des nouveaux monopoles. Par exemple, avec Airbnb, Stripe, SpaceX. Ils ont tous été financés par Peter Thiel. Tous ont fait des 0 à 1. Regardez le cas de SpaceX, c'est super parlant. Maintenant, Thiel applique cette philosophie à quelque chose de bien plus grand que les entreprises. Il veut créer un monopole sur le futur lui-même.
présent, on est à Palo Alto en Californie, l'été 2004. Un gamin de 20 ans ensuite à capuche gris attend dans un café. Il vient de déménager de Harvard, il a créé un site web pour étudiants, un annuaire, des photos, des profils, jusque-là rien de révolutionnaire. Et en face de lui, tu as un Peter Thiel de 37 ans, avec un costume parfait, un regard froid, il vient d'encaisser des millions avec PayPal. Tous les fondateurs de la Silicon Valley veulent son argent. À ce moment précis, tous les investisseurs traditionnels passent leur tour sur Facebook. Ils disent c'est juste un annuaire pour étudiants. C'est comme Friendster, ça va mourir. MySpace est déjà trop gros parce qu'il y avait MySpace à l'époque. Les plus grands fonds de la côte Est, ils refusent tous. Et là, Peter Thiel, lui, comme avec son esprit de contrarien, c'est-à-dire de personne qui est à contre-courant de tout ce qui se fait, il ne voit pas un site web en fait. Pour comprendre ce que Thiel a vu ce jour-là, il faut remonter 20 ans en arrière. À Stanford, dans les années 80, le jeune Peter Thiel suit des cours d'un philosophe français inconnu du grand public. Il s'appelle René Girard. Girard, en fait, il a une théorie qui va obséder Thiel dans toute sa vie. Elle s'appelle la théorie mimétique. En fait, pour la comprendre, c'est très simple. Le concept de désir mimétique, Girard dit quelque chose de radical. Les humains ne savent pas quoi désirer. En fait, on croit qu'on veut des choses parce qu'on les a déjà choisies. C'est faux. On veut des choses parce que quelqu'un d'autre les veut en fait. C'est là le côté mimétique. Exemple, tu veux cette voiture? Non. Selon lui, tu ne veux pas la voiture. Tu veux la voiture que ton voisin a déjà. Tu veux ce job? Non. Tu veux le job que ton ami a réussi à décrocher sur lequel il a un très bon salaire. Tu veux ce sac? Non. Tu veux le sac que l'influenceuse porte. Et d'ailleurs, beaucoup de marketing s'appuie là-dessus. On imite les désirs des autres. Et c'est là que Thiel fait le lien avec ce que le jeune Zuckerberg est en train de lui raconter. Donc quand lui, Thiel, maintenant, il regarde Facebook, il ne voit pas un réseau social. Il voit une machine à désir mimétique. Pense à ce que toi, tu fais sur Facebook. Quand tu scrolles les profils des autres, tu regardes leurs photos de vacances, tu vois leurs relations amoureuses, tu compares ta vie à la leur, surtout au départ de Facebook. Bon, maintenant, les gens sont habitués aux réseaux sociaux. Et inconsciemment, en fait, tu te dis, est-ce que je devrais vouloir ça aussi pour moi? Facebook ne te montre pas ce que tu veux. Facebook te dit quoi vouloir. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants sur la publicité. Thiel, il comprend ça instantanément. C'est là l'éclair de génie. Il sait que Facebook, en fait, ce ne sera jamais juste un annuaire. Facebook sera la machine la plus puissante jamais créée pour fabriquer du désir. Donc en septembre 2004, Peter Thiel va lui faire un chèque phénoménal de 500 000 $ pour avoir 10,2% de Facebook. Il est le premier investisseur extérieur de l'histoire de la boîte. Tout le monde pense qu'il est complètement fou. Il faut savoir qu'avec cet investissement, il fait un retour sur investissement x 2000. Il va vendre la majorité d'ailleurs ses parts plus tard pour $1 milliard. Et c'est l'un des meilleurs investissements de business angel de tous les temps. Pourquoi est-ce que Thiel a gagné ce pari alors que tous les pros sont passés à côté? En fait, les autres, ils ont vu, c'est juste un site en PHP. S'il y a déjà Friendster et MySpace, le marché des étudiants est trop petit. Ils n'ont aucun modèle économique, ils ont juste analysé la technologie. À contre-courant, en bon contrarien, ce que Thiel a vu, c'est que c'est une machine à désir mimétique. Les humains vont passer leur vie à comparer leur vie entre eux, justement. Plus il y aura d'utilisateurs, plus le désir fera fort. Et en fait, le modèle économique, il viendra après. Il a analysé, lui, la nature humaine. La leçon pour tout investisseur de cette chaîne, c'est que la plupart des gens investissent dans la technologie, le produit, les métriques. Les gens investissent dans la psychologie, les génies plutôt. Ils investissent dans la psychologie, le comportement humain et les tendances irréversibles. Quand tu analyses une startup, pose-toi cette question en plus de tous les calculs froids, mathématiques et autres. Est-ce que ce produit exploite un biais humain fondamental? Exemple, TikTok exploite la dopamine instantanée. Plus tu regardes, plus tu as envie de regarder du contenu qui est spécialement conçu pour donner envie de continuer. Une vraie drogue. Tinder, il exploite le désir de validation. Amazon exploite la paresse, livraison en un jour. Jama AI, nous, on va exploiter le besoin d'être compris, pas juste d'être informé par rapport à tes finances personnelles. Le framework Thiel pour investir, l'étape 1, c'est d'ignorer le buzz. L'étape 2, c'est de chercher le biais psychologique. Et l'étape 3, c'est de demander est-ce que ça devient plus fort avec le temps. Et l'étape 4, si c'est oui, il faut investir massivement. Encore une fois, selon Peter Thiel. Facebook n'est pas devenu fort parce que le code était bon. Facebook est devenu fort parce que plus de gens l'utilisaient, plus toi, tu avais envie de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Et l'effet de réseau combiné au désir mimétique, ça devient juste imbattable. Des années plus tard, on demande à Thiel comment avez-vous su que Facebook allait marcher? Il répond, j'ai lu René Girard et j'ai compris que Facebook transformait la théorie en une machine. Les autres investisseurs lisaient des business plans, Thiel, lui, il lisait des philosophes. Les autres analysaient des tableaux Excel, Thiel analysait l'âme humaine. Aujourd'hui, Facebook, Meta, possède plus de 3 milliards d'utilisateurs.
C'est le plus grand générateur de désir jamais construit. Et tout a commencé avec un chèque de 500 000 $ de Peter Thiel et une théorie philosophique vieille de 50 ans. Entier juste avec sa fortune. Et là, on peut se demander, est-ce que c'est brillant parce qu'il a utilisé le système légal à la perfection? Est-ce que c'est effrayant parce qu'il a tué un média entier par vengeance? Je dirais que c'est les deux en fait. C'est pour ça qu'on dit que Thiel joue un jeu infini. Il ne cherche pas à gagner une bataille lui, il cherche à gagner une guerre totale. Et dans une guerre, il faut parfois attendre 10 ans pour frapper au bon moment. Des années plus tard, on demande à Thiel, est-ce que vous regrettez d'avoir détruit Gawker? Et là, accrochez-vous pour sa réponse. Il répond sans émotion, non, parce que c'était nécessaire. Nécessaire. Je répète, il n'a pas fait par morale ou par justice, simplement répondu nécessaire. Palantir et Gawker, en fait, ils montrent deux visages de Peter Thiel. Un premier visage, vous avez en fait quelqu'un qui est vu comme un bâtisseur parce qu'il a investi dans des technologies que personne ne voulait toucher. Il a attendu 17 ans pour prouver qu'il avait raison sur Palantir. Et de l'autre côté, vous avez le visage de destructeur où il a attendu 9 ans pour détruire un ennemi. Il a utilisé son argent comme une arme, de façon légale, mais quand même comme une arme. Et les deux stratégies, en fait, elles ont un point commun chez Thiel, c'est la patience et des ressources illimitées. Il a une vision du monde où tout est un jeu d'échecs. On est à Washington DC en 1997 et le Congrès américain vote une nouvelle loi. Ça s'appelle le Roth IRA. L'objectif en fait c'est d'aider la classe moyenne à épargner pour sa retraite. Les règles du Roth IRA sont très simples. Tu mets de l'argent après impôt. La limite c'est quelques milliers de dollars par an et en échange tes gains futurs ne sont pas imposables. Et la condition c'est d'attendre jusqu'à tes 60 ans. Donc c'est un produit qui est fait pour les profs, les infirmières, les employés de bureau, ceux qui veulent mettre 5 000 $ de côté et avoir environ 200 000 $ à leur retraite. Mais il y a un détail. Un tout petit détail que personne n'a anticipé. En fait, la loi, elle ne limite pas le type d'actifs que tu peux mettre dans le Roth IRA. Et c'est là que Peter Thiel entre en scène. Dans la Silicon Valley, en 1999, PayPal, en fait, il n'existe presque pas encore. C'est une start-up de rien du tout, pas de revenus, très faible valorisation. Pas de clients, juste du code. Okay? Donc Peter Thiel, il va regarder la loi du Roth IRA et il se dit, et si j'utilisais ce compte pour acheter des actions de ma propre entreprise? Et là, le génie se met en marche. Le plan, il est très simple. C'est acheter 1,7 million d'actions de PayPal avec un prix par action très très faible, 0,001 $. Et le coût total, c'est donc environ 1700 $. C'est moins cher qu'un MacBook actuel. Il met ses actions dans son Roth IRA, c'est complètement légal. En 2002, PayPal est revendu à eBay. La valeur des actions de Thiel dans le Roth IRA est de 28,5 millions de dollars. À date, zéro impôt à payer parce que Peter Thiel ne retire pas l'argent. Il le garde dans le Roth IRA et il continue d'investir. En 2004, c'est dans Facebook où il met près de 500 000 $ depuis son Roth IRA. La valeur future, et vous le savez très bien, ça vaudra des milliards et toujours zéro impôt à payer. De 2005 à 2020, il va répéter la même opération sur plein de startups dont la sienne, Palantir, puis SpaceX, Airbnb, Stripe. Tout investi depuis le Roth IRA. Les gains s'accumulent en milliards et là, toujours rien à payer en impôts. Et actuellement, la valeur du Roth IRA de Peter Thiel serait d'environ 5 milliards de dollars. Je répète, 5 milliards de dollars. C'est énorme. Et quand il atteindra ses 60 ans, il pourra retirer tout cet argent. Les impôts qu'il devra payer dessus, zéro, nada. 0 $ d'impôt sur 5 milliards. Et actuellement, c'est ce que fait la classe moyenne en fait. Elle met 6 000 $ par an dans un Roth IRA. Elle achète des fonds indiciels, généralement le S&P 500. Qui a une croissance d'environ 8% par an. Et après 30 ans, en fait, ça arrive à environ 600 000 $. Et à ta retraite, tu payes zéro. Et là, ce que lui, Thiel, il a fait, c'est qu'il a mis 1 700 $ en une fois. Il a acheté des actions ultra risquées de son entreprise. Et la croissance, elle a été des multiples de malades. Il a tout réinvesti dans d'autres startups directement. Il a répété le processus pendant 20 ans et il arrive à 5 milliards de dollars. Et c'est le casse du siècle, mais c'est 100% légal. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait que la richesse, ça vient du fait en fait de gagner beaucoup d'argent, d'investir intelligemment. C'est en partie vrai. Je dirais même que c'est faux. La vraie richesse en fait, elle vient de la capacité à garder ce que tu gagnes et ne pas payer d'impôts sur la croissance. On va voir d'ailleurs le concept de taxe alpha qui illustre bien tout ça. En fait, en finance, le taxe alpha, c'est la performance supplémentaire que tu obtiendras juste en optimisant tes impôts. On va prendre un exemple concret avec deux investisseurs. Donc, tu as l'investisseur A qui n'a pas d'optimisation. Il a investi 100 000 $. Sa croissance, elle est de x10 sur 20 ans. Et à la fin, sa valeur brute est de 1 million $, donc avant impôt. Les impôts sont d'environ 30% et sa valeur nette, donc, elle est de 730 000 $. L'investisseur B, lui, il a une optimisation fiscale. Il investit la même somme sur la même durée avec les mêmes multiples. Et là,
il a un Roth IRA et sa valeur brute, elle est de $1 million. Impôt, zéro. Valeur nette reste la même, $1 million. La différence, elle est juste énorme et elle est faite juste en changeant du véhicule d'investissement. En France, on va avoir des outils similaires. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée. Donc le PEA, plan d'épargne en action, c'est pour ça que c'est tellement voulu cette enveloppe, c'est que le plafond est à 150 000 €. Après 5 ans, tu n'as pas d'impôt sur les gains, mais tu payes encore les cotisations sociales. C'est l'équivalent du Roth IRA en France. Tu as aussi l'assurance vie avec un plafond illimité cette fois-ci, et après 8 ans, tu as des abattements, plus important si tu es en couple, et une imposition réduite à 7,5% au-delà de l'abattement. D'ailleurs, c'est l'enveloppe la plus puissante en France, c'est la préférée des Français. Tu as aussi la holding patrimoniale pour les gros patrimoines comme TIL. Ça permet de réinvestir en gros les gains sans imposition immédiate avec un impôt différé tant que l'argent reste dans la holding. Et ça, c'est la version pro de l'optimisation. On le verra dans une autre vidéo. La leçon clé, en fait, c'est que TIL n'a pas triché. Il a juste lu les règles mieux que ceux qui ont écrit ses propres règles. Il a compris que la loi ne limitait pas le type d'actif, la loi ne limitait pas la croissance, la loi ne taxait pas les gains internes. Pourquoi les politiciens, en fait, ils sont furieux par rapport à ça? Parce que quand, en 2021, ProPublica publie toute cette histoire, révèle tout ça, le Congrès américain, en fait, il décide de vouloir changer la loi. Mais c'est trop tard. Il a déjà gagné. Il a montré ça à tous ses amis milliardaires, comment faire la même chose. Et des années plus tard, on va demander à Thiel, écoutez bien, est-ce que c'était éthique d'exploiter cette niche fiscale qui à la base était prévue pour la classe moyenne? Et il répond, j'ai utilisé les règles que le gouvernement a créées. Si les règles sont stupides, changez-les. Alors, selon toi, Peter Thiel, plutôt héros libertarien ou le fameux méchant de James Bond? Probablement un petit peu des deux. Et c'est un type en fait qui a financé à la fois des centaines d'entrepreneurs, créé des milliers d'emplois, investi dans des technologies révolutionnaires et en même temps, avec une face un peu plus sombre, il a détruit un média entier par vengeance, construit des outils de surveillance massive avec Palantir, exploité des niches fiscales extrêmes. Mais peu importe ce que tu penses de lui, parce que ce n'était pas le but de la vidéo, en fait son parcours il nous enseigne une méthode réplicable, même à notre petite échelle d'investisseurs. Donc le but c'est de se dire que la plupart des gens ils jouent pour gagner maintenant, beaucoup sur le court terme. Thiel lui il joue pour dominer dans 20 ans. Aujourd'hui, il parie sur des trucs qui semblent complètement fous, comme la cryogénisation, donc se faire congeler pour revivre dans 100 ans, les villes flottantes libertariennes pour échapper au gouvernement, le bitcoin qui pourrait détruire des banques centrales, l'immortalité pour lutter contre le vieillissement, l'IA super intelligente qui pourrait dépasser l'humain. Est-ce que tout ça c'est fou? Peut-être. Et comme il le dit, nous voulions des voitures volantes, on a eu 140 caractères. La logique derrière la réflexion, c'est que la Silicon Valley a arrêté de rêver grand en fait. On fait des apps, on fait des likes, on fait de la pub ciblée, mais les vrais problèmes de société, ceux qui transforment en fait l'humanité, comme le vieillissement, le cancer, l'énergie, les voyages spatiaux, bon, petite parenthèse pour SpaceX qui est toujours dans cet élan-là, la plupart en fait ils ont été abandonnés dans la Silicon Valley. Donc Thiel, lui, il continue à chercher des fameuses voitures volantes, ce qui drive toute sa philosophie d'investissement. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux suivre l'actu financière économique décryptée chaque semaine, abonne-toi aussi à ma newsletter www.jama.co/news. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.